C'est en bravant 1000 dangers que l'équipe du Britannicus a pu vous rapporter l'interview exclusive d'un ancien élève de Racine devenu une star aussi bien sur internet que dans les salles de spectacle. Ladies and gentlemen, let me present you Kevin Rossi. Ton chanteur préféré? Mon chanteur préféré, je crois que c'est Justin Timberlake. Ouais, il me fait kiffer, je sais pas pourquoi, depuis son premier album, je les ai tous achetés, je kiffe de ouf. Ouais, je sais, ça fait game, mais c'est pas grave. Ta série télé préférée? En ce moment, c'est Black Mirror. C'est une série qui est assez ouf. En fait, chaque épisode n'est pas dépendant justement de l'autre. Et en fait, c'est des mini courts-métrages qui racontent un peu les dérives de la nouvelle technologie et je trouve ça super. Ton film préféré? Les Goonies, quand j'étais petit, j'ai regardé 1 million de fois, donc je le connais par cœur. Paris ou Marseille? Paris, naturellement. Foot ou basket? Basket, parce que le foot, je suis une brêle. Clippers ou Lakers? Eh ben, je dirais Clippers, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je les aime bien. Enfin, depuis l'année dernière. Jules ou Vald? Ah, Vald, sans hésiter. Rock ou classique? Ah, bonne question. Je crois que j'aime autant les deux, pour le coup. Bah, allez, on va dire plus classique. Ruquier ou Hardisson? Ah, c'est Ardisson, hein. Il est Merde. pas sérieux. Je connais pas. Laurent Ruquier, c'est Thierry Ardisson, c'est un animateur qui est dans le game depuis genre 40 ans. Non, bah, Laurent Ruquier, parce que je l'ai côtoyé et il est génial. Tu penses quoi de Trump? Trump, il est rigolo. Faut pas le prendre au sérieux et j'ose espérer que les Américains ne le prennent pas au sérieux. Il est rigolo, mais faut pas le prendre au sérieux non plus. Mais il a bien su se reconvertir et je suis assez admiratif de sa carrière. De Charlie Hebdo? Rigolo, non pas rigolo pour le coup. Non alors moi je suis pas fan, j'ai jamais été fan de Charlie Hebdo donc du coup je me suis pas abonné même après les attentats. Mais je félicite leur démarche de dire tout ce qu'ils veulent quoi parce que c'est le principe de la liberté d'expression. Mais je suis vraiment pas du tout fan de ce magazine, de cet hebdo. Ouais. C'était comment le lycée Racine il y a 10 ans? Putain, il y a 10 ans déjà, merde. Le lycée Racine, il y a 10 ans, c'était génial parce que c'était le lycée où t'as pas de carnet de correspondance. Ah, vous en avez maintenant? Bah ouais, non, avec les Un fichier pirate. On va présenter à l'entrée à chaque. Ouais. On a une vidéo même. Chaque débat sur l'entrée. Ah ouais? L'entrée, c'est un peu l'entrée. Ah ouais? Photo sur les Et à chaque déplacement de notre planche. Ouais. Ouais. Putain, nous. On aura bientôt des gardes du corps. Ah ouais? Vous pouvez pas rester de... Oh là là. Bah alors nous, on n'avait pas de carnet de correspondance. Il n'y avait pas de caméra. Il y avait genre peut-être 1 ou 2 surveillants à peine. On était assez libre et c'est ça qui était cool en fait, c'est que vraiment on était... Et puis on côtoyait toutes les classes sociales aussi, ça c'était cool. C'était contrairement à ce qu'on pourrait croire, comme c'est dans le 8ème, nous on était moi j'étais rue de Naples essentiellement. On est dans des beaux quartiers, juste en face de rue de Naples en plus il y a Fénelon ce qui fait de la maternelle aux classes préparatoires et qui du coup, enfin tu vois, c'est vraiment pas le même délire, tu le vois hein, quand tu vois des petits mecs de 5 ans qui sont en Ralph Lauren avec des Todds et tout, tu te dis ah ouais merde, on est dans un autre univers. Et non là c'était cool parce que j'ai rencontré plein de gens, ça m'a ouvert à plein d'autres cultures, à plein d'autres styles musicaux, tout ça. Donc je gardais une super expérience. Et puis il y avait des balles, vous avez toujours les balles? Non. Vous avez pas de balles? Non, mais on a des militaires à montrer. Ouais. Ah d'accord. Du coup, il y a des balles, mais d'une certaine façon. Ouais voilà c'est ça. Non mais nous on avait des balles tous les trimestres à Rocher où en fait c'était tous ceux qui faisaient partie des assos genre de sport etc qui organisaient ça, donc on avait des DJ à boire etc et on faisait la fête jusqu'à genre minuit. C'est trop bien. Après ça s'est annulé parce que y a un mec qui a fait un coma éthylique dans les toilettes et du coup moi ce que j'ai fait avec des potes c'est qu'on a organisé les balles de Racine à l'extérieur du lycée, donc on a loué des salles avec nos thunes etc, on a fait entrée payante, on a réussi à faire ça 2 années de suite et à vraiment revenir sur même se faire de la thune et c'était des grosses soirées quoi. Donc voilà, je peux te donner des petites idées. Hein. Grave. C'est quoi? Putain, j'étais à la bonne période en fait. Moyen, très, très moyen. Bah, j'ai même raté mon bac, j'ai dû le repasser une deuxième fois. Mais je suis resté à Racine du coup. Et non, j'étais pas un super élève. Enfin, ouais, non, j'avoue, je travaillais pas assez. L'idée de faire du théâtre, c'était venu au lycée, donc Au lycée.
En fait, c'était un été, j'étais resté à Paris, j'avais passé 2 mois à regarder la série H avec Eric et Ramsey et Jamel, et je m'étais dit mais putain mais c'est ça que je veux faire, et j'avais l'habitude de faire des vidéos avec ma webcam et à les montrer à mes potes, et je me suis dit bon il faut que je me lance au moins sur le théâtre pour voir si je suis fait pour ça, et on verra, et puis du coup j'ai commencé le théâtre avec Monsieur Petit. C'était sympa les cours de Monsieur Petit. De théâtre, il m'a appris plein de choses. Genre le masque de résonance pour apprendre à... d'imaginer que t'as un œuf dans la bouche et que tu fais... pour essayer de faire résonner ici et ici, parce qu'apparemment quand on n'a pas de micro, c'est des masques de résonance qui sont là et là, qui permettent en fait de porter la voix, sans s'esquinter les cordes au théâtre. Et bon là je joue avec un micro, mais pendant longtemps je jouais sans dans les petites salles, et je peux dire que c'est des techniques qui m'ont beaucoup apporté. Et ouais, le petit monsieur. C'est grâce à ça que t'as eu le déclic de vouloir continuer le théâtre? Ouais, parce qu'en fait ça s'est bien passé. Je me suis dit ok, comme ça se passe bien, après mon bac je me lance dans l'humour. Et voilà, j'avais pas d'autres projets, et je suis très content d'avoir fait ces cours de théâtre, parce que ça a vraiment été ce qui m'a rassuré. Tes parents étaient pas trop réticents, et vu que tu te lances dans le théâtre directement après le bac? Si, mais j'ai dû trouver un boulot avant de leur dire que j'arrêtais la fac. J'ai trouvé un boulot, je leur ai dit j'arrête la fac, mais vous inquiétez pas, j'ai un boulot, donc je serai indépendant, je serai pas un boulet, et du coup ça a permis de faire passer la pilule plus facilement. Donc voilà, si jamais vous avez ce projet, je vous conseille de trouver un petit boulot avant de leur dire que vous lancez dans l'humour ou dans autre chose, parce que pour eux ça reviendra à se dire ah je me lance dans le chômage, donc dans le métier, de faire du théâtre déjà. C'est la base pour moi, parce que c'est ce qui permet de prendre de l'assurance, d'avoir un peu d'éloquence et de travailler son jeu d'acteur, ce qui va pouvoir te servir après. Ça va être la petite différence que certains, que d'autres n'auront pas. Et après, faut vraiment pas lâcher l'affaire. Faut vraiment pas se dire ah putain ça décolle pas, je vais arrêter. Faut vraiment persévérer. Moi j'ai jamais prévu de plan B, et pour l'instant ça paye quoi. Donc, voilà. Pourquoi faire des vidéos YouTube à côté d'un spectacle et tout ça En fait, les vidéos, c'est venu à un moment où j'avais des idées de vannes qui marchaient pas forcément sur scène, et j'avais besoin de les mettre en image, et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur internet, tout simplement. Ça t'est venu comment l'inspiration pour les vidéos discussions sur radio? En fait parce que j'avais pas de potes, et du coup je me suis dit tiens comment je vais faire pour jouer. Non mais la vérité c'est j'ai des potes, mais la vérité c'est que c'est genre j'ai une idée et je me dis tiens j'ai trop envie de la faire, et je te dis ouais le temps que t'appelles quelqu'un, que tu trouves quelqu'un qui puisse jouer etc, tu te dis non tu sais quoi, aujourd'hui tu poses ton iPhone, tu fais un chant contre chant, et ça fait la blague, et au final je peux tout contrôler du coup, et je peux faire le montage moi-même. En fait j'avais besoin d'être dépendant de personne et de pouvoir faire mon truc moi-même, et là ce qui est bien c'est que moi j'avais jamais fait de montage ou de trucs comme ça, et là au moins je peux tout faire moi-même et produire quand je veux et à la vitesse, au rythme que je veux. Donc ouais c'est venu comme ça en fait. J'avais besoin de faire un sketch et je me suis dit vas-y je vais demander à Kevin s'il est dispo, et comme j'étais dispo voilà. Est-ce que ça rapporte de faire des vidéos? De faire des vidéos sur YouTube, moi ça me rapporte pas d'argent directement grâce aux revenus, parce que je fais pas assez de vues comparé à Cyprien ou Norman ou Mister V. Maintenant ça me rapporte de l'argent quand les marques elles me commandent des vidéos ou qu'elles font des placements de produits, ouais carrément. Donc Barney Gold. Ça va? Non, je... Enchanté. Barney Gold, c'est une boîte que j'ai créée il y a 5 ans, 6 ans, dans 5 ans, et qui est devenue après ma chaîne YouTube. Et à la base, c'est une boîte que j'ai créée avec Tariq Seda, qui est un de mes co-auteurs, et Elodie Legal, et Solal Dre au début, et qui était avec moi au lycée Racine. Et en fait, on est devenu très vite une chaîne YouTube, et on produisait du contenu pour des marques, du contenu sur le web pour moi, juste pour me faire connaître. Et ouais, non, c'était une belle aventure. Là, on a arrêté cette année, mais en tout cas, j'en garde de bons souvenirs. Très bon. Et les Illuminati, du coup? Ça fait 10 ans que je fais partie des Illuminati. Ça va, ça se passe bien. Là, en ce moment, on essaye de contrôler le monde, quoi, comme d'hab. Non, les Illuminati, écoute, c'est un gros délire que j'ai découvert il y a 5 ans sur Internet, et depuis, je me suis dit, je vais pas les lâcher parce que je trouve ça génial. Et je voyais que ça animait les gens sur la toile, donc j'ai continué à cultiver ce truc-là. Et pourquoi t'as fait la vidéo sur le gouvernement? Alors, c'est pas sur le gouvernement. En partenariat avec le gouvernement. Parce qu'en fait, justement, c'est un sujet que les théories du complot que je dézingue depuis 5 ans sur Internet, et depuis 3 ans dans mon spectacle. Et quand le gouvernement m'a proposé de faire une campagne de pub pour sensibiliser les jeunes sur ça, je me suis dit génial, si on peut utiliser l'impact et l'influence du gouvernement pour pouvoir toucher les plus jeunes et leur expliquer ce que sont les complotistes, et en quoi
c'est bien de remettre en question tout ce qu'on peut avoir dans les médias, mais il faut s'appuyer sur des sources fiables. C'est ça en fait le message. Le message c'était pas ne croyez pas ce qu'on vous dit sur internet. Non, le message c'est allez-y les gars, mais faites attention. Et c'est pour ça que j'ai accepté. C'est vraiment par vraiment instinct citoyen. Tu vois, moi je suis très citoyen en fait. Vous pouvez le voir sur les vidéos que j'ai lâchées ces 3-4 derniers mois, c'est que des vidéos où j'essaye vraiment de véhiculer des messages, parce que je sais que dans mon audience, il y a majoritairement des jeunes. Et donc c'est dans cette optique-là que j'ai voulu faire ça, tout simplement. Tu peux nous parler des sujets tabous sur YouTube comme l'argent ou la politique? Ah bah je savais pas que c'était des sujets tabous. Surtout l'argent, je pense, dans les émissions télé. Ah, tu veux dire ouais les youtubeurs. En fait, Vraiment... ouais, en fait le problème c'est que c'est un problème qui est typiquement français, c'est qu'on n'aime pas les gens qui gagnent trop d'argent, du moins on n'aime pas le savoir, et faut pas trop le montrer. Mais tu verras qu'aux États-Unis c'est pas un souci et ça parle argent assez librement. C'est quelque chose qu'on a dans notre culture. En France, le public préfère les gens humbles qui affichent pas trop leur réussite. C'est-à-dire qu'on aime bien la réussite des gens, mais faut pas que eux l'affichent. Faut que toi faut que eux te félicitent, mais toi tu dois pas dire vous avez vu j'ai réussi. Donc c'est pour ça que mais c'est culturel en fait. Hein. C'est même pas une question c'est pas une thématique qu'on n'aime pas aborder, c'est juste que c'est culturel. Tu vois, aux États-Unis ils ont aucun problème avec ça. Tu vois, oui hier je me suis fait $1 million en vendant ci. Et voilà. Donc voilà, je pense que c'est vraiment purement ce truc culturel, c'est tout. Merci beaucoup. Le Bifard du Grand Journal. Ouais, le Bifard du Grand Journal, c'est venu du coup après le rachat de Bagel, ouais, si je crois, par Canal+. Du coup, on a eu des opportunités de faire partie un petit peu plus de la famille Canal. Et j'ai pu faire le dézapping avec le Bagel qu'on produisait et du coup qu'on avait foutu sur le Before. Et en même temps, j'avais ma chronique, le scan de Razi. Et c'était vraiment cool de faire une émission en plateau. Thomas Touroud est vraiment génial et ça m'a permis de rencontrer plein de personnalités, d'artistes, etc. Donc c'était plutôt une belle expérience télévisuelle. Et ça s'est arrêté là. Le Before, ça fait 1 an. Là, c'est C'est plus à quoi l'audience. Ouais, ça faisait pas du tout d'audience. Ouais. Avant le Before, t'avais fait un mouvement fermé. Ouais. Et ça s'est passé. Bah, c'était une belle expérience, ultra stressante, parce que quand tu arrives sur un plateau télé et que tu dois faire un sketch que tu as eu 1 semaine pour le préparer, donc c'est que dalle. Parce que là, tout à l'heure, quand vous verrez le spectacle, ça fait 1 an qu'on joue 3 fois par semaine ce spectacle pour qu'il ait cette gueule-là. Donc vous allez comprendre que voilà, en 1 semaine, c'est très compliqué d'avoir quelque chose. Et en fait, c'était stressant parce que déjà le public est éclairé, alors qu'en général en théâtre, c'est pas le cas. Il y a 3-4 mecs avec un buzzer qui peuvent à tout moment appuyer pour dire que c'est de la merde ton sketch. Et en plus de ça, t'as des caméras et donc t'as genre 1 500 000 personnes qui te regardent en plus. Donc tu peux t'afficher devant toute la France si tu fais un sketch de merde ou s'ils décident de dire que c'était nul. Donc quand t'as tout ça à prendre en compte et que tu descends les petites marches pour aller défendre ton sketch, c'est super chaud. Mais honnêtement, ça a été un coup de boost de malade pour ma carrière parce que ça m'a permis de faire plein de dates, de tournées, de me faire connaître par le grand public. Tu vois, pas que les gens du web, mais pour le coup les mamans, les mamies. Non mais c'est vrai, du coup c'était fou quoi, dans la rue, il y avait des mamies qui m'arrêtaient, qui me disaient « Oh c'est le nounours là, Ramsey, c'est Kevin Ramsey ». Et jamais une petite vieille m'aurait fait ça dans la rue en temps normal, tu vois, genre attraper un grand Renoir et lui dire oh c'est Kevin Ramsey, ça n'arrive pas naturellement. Donc c'est quand même assez dingue ce qui s'est passé, c'était une expérience de fou, ça m'a permis de rencontrer plein de monde et de me faire connaître du grand public. Et moi c'est ce qui m'importait parce que le web c'est cool, mais en fait je voulais pas moi comment faire ma truc youtubeur, parce que je me considère comme un humoriste avant tout, un humoriste hybride quoi, et multi-surface, comme les époux. Alors, le film L'Ascension, ouais, je tourne la semaine prochaine. Donc là, je suis en train de répéter actuellement. Et c'est la première fois que je vais faire un long métrage. Et j'ai la chance parce que je vais jouer avec Ahmed Silla et Walidia qui sont eux aussi issus d'On ne demande qu'à en rire. Donc on se connaît déjà depuis 3 ans. Et non, ça va être cool, franchement, j'ai trop hâte. C'est un film qui est plutôt sympa, ça s'appelle L'Ascension. C'est l'histoire d'un mec de banlieue qui va escalader l'Everest par amour pour une nana. Et en fait il va être sponsorisé par la radio de son quartier qui va lui filer un forfait téléphonique pour qu'il appelle tous les jours et qu'il raconte tout ce qu'il fait. Et moi je serai l'animateur de cette radio avec Walidia qui sera un peu mon sniper co-animateur. Et franchement ça va être je pense une belle comédie d'aventure quoi. C'est pas un film genre pouet-pouet, ce sera drôle
Parce que voilà, t'as un mec de banlieue qui se retrouve au Népal, à Katmandou, qui connaît pas du tout la neige et encore moins de faire des treks, etc. Donc ça va être vraiment drôle, ce choc un peu de culture qu'on n'a pas encore vu au cinéma. J'ai trop hâte. C'est quoi tes inspirations pour ce spectacle? Bah écoute, pour ce spectacle, je me suis plutôt basé, c'est un spectacle qui reste autobiographique, mais je me suis basé sur un travail que j'ai fait avec des professeurs de sociologie, d'économie, d'histoire géo, parce que je voulais mettre vraiment du fond dans le spectacle. Donc du coup, je vais développer plein de petits trucs, vous allez voir, sur des faits de société. Pourquoi, par exemple, quand quelqu'un se fait agresser dans le métro, il faut pas juste crier au secours, mais qu'il faut crier au secours, toi avec ton pull bleu marine. Parce qu'en fait, ça s'appelle l'effet spectateur. Quand quelqu'un crie au secours, et souvent on le constate, personne ne bouge, parce qu'en fait, il faut vraiment alpaguer la personne. Et si tu la concernes, d'un coup, elle va se sentir obligée d'intervenir. Et je me suis basé sur plein de trucs comme ça, ou alors pour parler du code noir, pour parler de tout un tas de sujets, j'ai voulu vraiment m'appuyer sur des profs afin de donner un truc avec du fond, quoi. Donc voilà un peu le spectacle. Je vous rassure, c'est vraiment pas chiant, ça va être drôle. Mais voilà, c'est basé sur des recherches que j'ai faites. Alors dans 5 ou 10 ans, j'espère avoir fait 2-3 films que j'aurais écrits, j'espère avoir fait une comédie musicale, parce que je rêverais de faire une comédie musicale, parce que j'adore la musique. Ouais, dans 10-15 ans, j'aimerais bien, tu vois, commencer à avoir 2-3... la possibilité de faire des films, des films ou alors des pièces ou des spectacles, mais qui puissent vraiment être impactants et qui puissent vraiment être importants pour, tu vois, qui puissent faire vraiment bouger les choses. Donc, parce que moi je suis toujours inscrit dans cette logique de voilà, je fais de l'humour, je veux faire rire les gens, c'est le but même de mon métier, mais j'ai vraiment envie de faire réfléchir et pas juste être insipide et faire des vannes sur le couple et les chaussettes et les trucs comme ça. Non pas que je dénigre les gens qui le font, mais disons que moi j'ai envie de pousser un peu plus la réflexion parce que je sais que ce sera la petite valeur ajoutée qui fera en sorte que les sketchs resteront gravés dans la tête des gens qui viennent au spectacle. J'aimerais bien avoir mon émission. Ouais. Ça c'est un projet aussi, mais c'est vrai que je n'en ai pas parlé. C'est un projet que j'aimerais bien avoir, c'est d'avoir mon émission et de faire ce que je veux dedans et toujours dans la même idée de pouvoir un peu décrypter des faits de société, d'actualité, de le faire avec mon ton parce que Dieu merci, j'arrive à être un peu drôle donc ça peut me permettre de faire passer certaines idées. Ouais, donc ça, en revanche, j'aimerais bien une émission télé, j'aimerais bien. Tu peux nous raconter comment tu as vécu les attentats Alors, en janvier, j'étais en train d'écrire mon spectacle. On finissait parce que je devais commencer le 14 janvier. Donc il a fallu un peu rajouter des trucs, etc. Je savais que j'allais démarrer dans un contexte un peu dur. Et puis on n'y croyait pas trop, quoi, tu vois, c'était assez impressionnant. Et novembre, j'étais sur scène, j'avais fini mon spectacle, ma mère devait venir, finalement elle était en retard donc elle n'a pas pu venir. Et on devait aller au café Bonne Bière, qui est un des cafés qui s'est fait fusiller. Et il est à 200 mètres d'ici. Et moi, donc, du coup, je suis rentré dans ma loge et j'ai attendu tranquillement. J'étais sur mon portable, je lisais mes mails et tout. Je prenais mon temps parce que je savais que ma mère n'était pas là. Donc, de toute façon, voilà, j'avais ma soirée. Et au moment où j'ai voulu sortir, on m'a dit non, Kevin, ne sort pas et tout. Apparemment, on a entendu des coups de feu. Moi, je dis ah bon, c'est bizarre et tout, des règlements de compte, c'est bizarre. Non, mais apparemment, juste à côté. Et du coup, on était devant. On a essayé de regarder à travers la vitre et puis d'un coup, on a décidé de descendre les barrières parce que. Enfin, le rideau de fer, parce qu'en fait, vraiment, quand tu sors de l'Apollo Théâtre, sur ta droite, à 200 mètres, c'est la Bonne Bière à la Cosa Nostra, et mon scooter était garé devant la Bonne Bière, d'ailleurs, pour te dire. Et c'est vraiment chez moi, quoi, là où tout s'est passé. Et je devais aller bouffer là, dans ce restaurant, et c'était assez flippant, quoi. Le lendemain, quand j'y suis retourné, ça me faisait trop bizarre. J'avais l'impression de rentrer chez toi et de voir, en fait, tout saccagé. Et ouais, c'était assez spécial. Et je peux te dire que la semaine d'après, quand on a repris le spectacle, parce qu'on l'a repris direct, c'était bizarre. Pendant 3-4 jours, j'ai joué quand même, mais un peu en pilotage automatique où je pensais, on n'arrêtait pas de penser à ça. Mais mine de rien, tu sentais que dans le public, les gens avaient besoin de rire et il y avait une espèce de rire libérateur. Du coup, j'ai intégré directement des vannes sur les attentats, tu vois. Et vous les aurez ce soir parce que je les ai toujours pas enlevés.
Mais voilà, donc non, c'était assez spécial, mais au final, je suis content parce que j'ai l'impression qu'on a réussi quand même à surmonter le truc. On n'a pas sombré dans la guerre civile, à faire la chasse à tous les musulmans, à sombrer dans l'amalgame, etc. Donc c'est le principal. Je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti, même si après, politiquement, il y a peut-être des décisions qui me dépassent un peu, quoi. En ce moment, on peut le voir. Mais ouais, non, franchement, on continue, quoi, on avance, quoi, c'est le principal. Quand t'as un public qui n'est pas du tout réactif, qui ne rigole pas à tes blagues, comment tu t'adaptes? Avant c'était déstabilisant, maintenant quand c'est comme ça je me mets un peu en pilotage automatique et je sais qu'il y a des moments où j'aurai des rendez-vous où je vais pouvoir essayer de les... Le but c'est de les regarder, de les considérer, de peut-être un tout petit peu plus s'adresser à chacun d'entre eux, de voir si t'as pas un gars qui a un truc particulier, un t-shirt rigolo, tu rigoles avec lui et t'essayes de créer un lien. Et après en général faut tracer un petit peu parce que si tu laisses... si t'attends des rires et qu'il n'y a pas, et que tu laisses vraiment un blanc pour qu'il y ait un rire et qu'il ne vient pas, tu vas avoir un spectacle vraiment pourri avec aucun rythme, ça va être comme ça, tu vois. Donc le but c'est vraiment de tracer de façon à ce que les gens puissent rentrer dans ton univers et puis après en général ça se passe bien. Du coup, parfois, ça t'arrive d'improviser quand Ah, beaucoup. Ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est que les gens savent pas quand c'est improvisé ou pas. Mais oui, j'improvise beaucoup parce que je m'appuie toujours sur une ou deux personnes maximum dans le public. Je suis pas du genre à vanner le public, hein, ça me saoule moi. Quand je suis dans le public et que le mec pose 15 000 questions, vous êtes marié depuis combien de temps là? Mais je m'appuie un moment parce que j'en ai besoin, mais c'est vraiment pas pour vanner, c'est juste pour avoir son avis. C'est tout? Bah, Ouais, Bah, apparemment oui, ça tombe bien, il n'y a plus de batterie. Ah, d'accord. bah, comme Bravo, ça. c'est nickel. Ouais, je vous en prie.